juste pour présenter Franck, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Franck a été initié à de nombreuses traditions ancestrales, des traditions amérindiennes, Lakota, Maya, Inca, mais aussi bouddhistes et védiques. Il s'intéresse aussi à la pratique des états modifiés de conscience de différentes manières. Différents outils, différentes pratiques. Et ce soir, Franck va nous parler d'amour, qu'on apprenne à rayonner plus et ouvrir plus notre cœur. Voilà, donc Franck, bah, écoute, je te laisse démarrer si tu veux. Avec plaisir. Eh bien, bonjour à tout le monde. Eh ben, on va essayer de partager un certain nombre d'éléments de ce que, voilà, des éléments que j'ai ressentis, que j'ai expérimentés, que je connais. Et effectivement, on va dire, bah, tiens, pendant cette 1 heure, et puis après, on verra s'il y a des questions sur lesquelles on peut répondre à la fin. Euh, euh, pour commencer justement sur cette notion de plus d'amour dans notre vie, comment développer l'onde de votre cœur, naturellement, on va aborder des choses qui sont de l'ordre de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Et puis la notion d'onde du cœur, c'est comprendre forcément, comme vous l'avez pu voir sur les différents éléments, sur l'onde du cœur par rapport à la cohérence cardiaque. Mais vraiment aller loin dans ce qu'on peut comprendre, ce qu'on comprend de la cohérence cardiaque et le lien avec la notion d'amour. Donc il y a différentes choses qu'on va voir. Mais je voudrais d'abord commencer par le fait qu'aujourd'hui, en fait, à mon sens, il y a vraiment besoin qu'on élève notre niveau d'amour, aussi bien au niveau individuel, relationnel et puis collectif, parce qu'effectivement, on sort d'une période qui est assez de fragmentation, aussi bien liée à la guerre, à la politique, aux aspects sanitaires, etc. Donc aussi un mal-être qui peut y avoir au niveau collectif et social. Donc c'est important, et on le verra justement, l'importance de l'amour dans ce qui est nécessaire aujourd'hui. Et tous ces éléments qui sont là de l'ordre de la guerre, de la politique, etc., à mon sens, ils sont là pour pouvoir favoriser un changement de conscience. Un changement de conscience, mais après, est-ce qu'on le décode comme cela, ou alors on réagit émotionnellement aux événements? Et dans ce cas-là, si on réagit aux événements et on ne comprend pas le sens des choses, en fait, on va être plutôt dans une résistance au changement plutôt que d'accompagner le changement. Et aujourd'hui, en fait, c'est aller dans une dynamique d'amour, de compréhension de ce qu'est l'être humain, comment il fonctionne, pour justement changer quelque part de paradigme, parce que peut-être que dans notre civilisation d'humanité aujourd'hui dans laquelle on est arrivé à un seuil qui est nécessaire de transformation. Beaucoup de personnes le sentent, l'expliquent d'une certaine façon, et on va l'aborder un peu de cette façon-là aussi, par l'intermédiaire du cœur. Donc, savoir qu'effectivement l'amour, effectivement, c'est d'abord trouver la paix en soi, naturellement avec les autres, et puis de comprendre justement l'amour, c'est aussi l'amour avec de la diversité aussi bien humaine que la biodiversité dans la nature. Donc l'amour de notre terre-mère, on pourrait dire, comme le disent les Amérindiens, qu'on puisse aimer notre vaisseau pour pouvoir le respecter, et plus être sur un niveau d'amour qu'on verra tout à l'heure, c'est pronéia, c'est le fait de prendre des choses et élever notre niveau d'amour fait que ça nous permet de changer de conscience, changer de façon de faire. Donc tout ça, c'est comment simplement apporter plus d'amour dans notre vie, dans notre existence. Donc, savoir se connecter à son cœur et à son temple intérieur, c'est justement comprendre que le siège, bah, effectivement, le siège de l'amour, c'est considéré comme le cœur. Et qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'amour? Sentiment d'amour, bah, effectivement, c'est quelque chose qui est de l'ordre intérieur, mais qui peut être aussi extérieur. Donc, il est considéré, le cœur est considéré comme le centre essentiel, non seulement de l'organe humain, mais aussi bien le centre de plein de choses. Le centre, c'est pour ça qu'on dit au cœur de. Et c'est pouvoir justement aller le cœur en termes de symbole, le symbole dans ce qu'il est et dans la façon dont on peut aborder les choses d'une façon centrée pour changer les choses. L'amour, c'est comme s'il y avait plusieurs énergies qui reliées à l'univers, trois polarités. Il y a une énergie qui est de l'ordre de l'attraction des choses. Bon, effectivement, les choses vont se réunir. Il y a une notion de force dans l'univers que de la répulsion, ce qui fait qu'il y a une notion de respiration. Donc, il y a le lien entre ces énergies d'inspiration et d'expiration. Et l'énergie de l'amour, en fait, c'est ce qui amène une attraction, mais qui va trouver une limite et qui va permettre d'unir les choses. L'amour, c'est, on pourrait dire, et on le voit dans quand on comprend l'énergie christique, c'est en fait c'est ce qui fait que
toute la création, à un moment donné, a pu s'attirer, mais est dans un équilibre. Et que cet équilibre, elle va amener une pulsion bien particulière. Et quand s'il n'y a pas cet équilibre, qui est l'énergie de l'amour, qui trouve cet équilibre, soit effectivement, ça veut dire que ça va se rétracter, on peut dire que l'univers va s'effondrer, au contraire, l'univers va s'éclater. On va être dans une notion de se fondre, de se perdre dans quelque chose, ou effectivement d'une façon ou d'une autre. Donc c'est de trouver l'équilibre pour trouver cette dimension aussi bien intérieure que extérieure. Donc l'amour, c'est vraiment une énergie d'équilibre. Et dans cet équilibre, avec ces deux autres polarités, c'est comprendre que l'amour, en fait, il y a une partie interne et une partie externe. La partie externe, dans cette polarité externe, c'est la relation d'amour. Qu'est-ce que c'est que la relation d'amour? Et la partie interne, c'est plutôt un état, comme disaient les Québécois, être en amour ou un état d'être. Donc, il y a ces différentes dimensions entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est comprendre cette magie qui circulent entre les deux et quelle est la relation de ces deux, naturellement, sont reliés, interconnectés entre le monde intérieur et le monde extérieur. Si je suis dans une relation d'amour avec une personne, forcément, s'il y a quelque chose que j'aime dans ce qui est l'autre, dans la façon dont l'autre peut être, mais c'est aussi parce qu'elle fait vibrer quelque chose qui est déjà en l'intérieur. Et peut-être qu'elle-même, qu'elle révèle quelque chose qui est à l'intérieur, qui fait qu'après, il y a une résonance entre l'intérieur et l'extérieur. Et plus il y a cette conscience de cette interactivité entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ça qui va créer cette magie de la relation d'amour, cette relation donc, qui nous relie en elle-même. Alors, sachant qu'effectivement, majoritairement, dans l'Occident, on va plus regarder l'amour dans l'aspect relationnel. Tiens, j'aime le chocolat, j'aime cette personne, j'aime la nature, mais plutôt que dans l'autre aspect, dans l'aspect plutôt oriental, dans le bouddhisme ou d'autres traditions du Veda, on va plutôt regarder l'amour en tant qu'état d'être, un état d'une qualité de conscience, une qualité d'être effectivement qu'on trouve en soi. Donc c'est sentir ces deux parties-là, vivre ces deux parties-là, intérieure et extérieure. Cet état de conscience, effectivement intérieur, plus on le développe, d'autant plus on va pouvoir apprécier, on va voir cette notion de cette beauté, cette harmonie des choses, ce qui justement unit la création dans sa biodiversité et dans son équilibre de la nature, cet écosystème qui est équilibré, sans l'intervention de l'homme majoritairement, effectivement de dire, tiens, il y a une interactivité qui va faire que plus je sens ce niveau d'amour intérieur, plus je vais pouvoir apprécier ce qui est de l'ordre du beau et que je vais pouvoir aimer. En sachant qu'effectivement, de dire l'amour est souvent relié à la beauté. Alors naturellement, la beauté, c'est quelque chose qui est subjectif. Même si on a pu identifier que ce qui est de l'ordre du beau et de l'harmonieux est vraiment en lien aussi avec des géométries spécifiques. Et on va parler tout à l'heure justement de géométrie qui est aussi bien appliquée dans le cœur que dans l'univers. Donc, l'amour externe, c'est dans un monde où effectivement de regarder peut-être, vous connaissez l'amour tel que ça a été évoqué, excusez-moi, je vais chercher mon élément, par rapport à au niveau d'amour qu'avait évoqué Jean-Yves Leloup. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne trouve pas l'image. Jean-Yves Leloup qui a parlé des différents niveaux d'amour. Est-ce que vous voyez l'image partagée ou pas? Ah, là voilà. Non, là, on ne la voit pas. Voilà. Voilà. Donc, Jean-Yves Leloup a effectivement, donc c'est effectivement, même si au départ, c'est pas même, c'est-à-dire que c'est une personne qui est un prêtre, mais il a vraiment regardé la notion d'amour aussi bien en partant des Grecs et justement de comprendre les différents niveaux d'amour. Donc, comme on peut le voir, et c'est quelque chose qui est de l'ordre du bas vers le haut, et c'est comme si c'était des niveaux, à chaque fois, on allait de plus en plus haut sur cette qualité d'amour qui va justement vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Si on regarde porneia, et c'est bien porneia et pas pornoia, qui est encore un autre aspect dans la mythologie, c'est effectivement de dire c'est l'amour où je mange, je prends, c'est l'amour comme une bête, c'est effectivement pornoia, c'est après la racine qui va être de l'ordre du porno, du pornographie. C'est en fait, c'est l'amour qui est un niveau où je prends les choses. Et si aujourd'hui, dans notre civilisation, là où on en est, c'est peut-être qu'il y a encore cette énergie d'amour
qui est de l'ordre de prendre les choses. Un amour qui prend, qui mange la terre, qui prend ce qui lui appartient, on n'est pas dans une notion de respect, comme on peut le voir dans différentes traditions, mais effectivement de dire, tiens, on ne va pas remercier la nature, on va simplement la prendre. Et c'est peut-être que là où on en est aujourd'hui, il y a de grosses séquelles sur ce niveau d'amour qui fait que on ne peut pas être dans une notion d'un véritable partage et un véritable de la nature, même si aujourd'hui il commence à y avoir une conscience écologique. L'amour potos, c'est mon poteau, qui est l'autre est tout est pour moi. J'ai besoin de toi, je t'aime comme un enfant, je t'aime. C'est effectivement un amour qui est encore possessif. Et c'est pour ça qu'aussi dans notre civilisation, on est beaucoup dans la notion d'avoir, de pouvoir rassurer en fait. C'est comme si on compensait un certain nombre de choses, de manque d'amour intérieur, qu'on va compenser à travers de quelque chose qu'on a besoin, qu'on devient presque dépendant des choses. Le troisième niveau, qui est Maniapaté, où effectivement c'est plutôt l'amour-passion. Là, c'est le passionnément, je t'aime passionnément, comme si j'étais dans la peau, où il y a quelque chose qui effectivement, je peux rien faire sans toi, où effectivement c'est un amour un peu fou. Donc ça, c'est aussi tous les comportements qu'il peut y avoir encore aujourd'hui sur des excès en tout genre, où les gens vont être possessifs pour pouvoir justement combler leur passion. Donc c'est encore un autre niveau qui n'est pas encore harmonieux. Quand on rentre dans le niveau supérieur, le niveau de Eros, c'est l'amour érotique. Je te désire, ça me fait jouir, c'est effectivement tu es belle, c'est beau. On rentre aujourd'hui dans une civilisation, dans une culture qui est très dans le superficiel de l'image. Et on peut le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même si là on utilise aussi les réseaux sociaux, d'une certaine façon, le numérique, c'est tout ce qui est de l'ordre, des youtubeurs, des influenceurs qui sont beaucoup sur l'influence par rapport à l'image. Nombre de personnes peuvent être simplement sur une image et quelque part c'est quelque chose qui est érotique. On peut voir aussi au niveau de la publicité beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'érotisme qu'il peut y avoir. Donc c'est un amour où effectivement c'est de l'ordre du beau, du jeune, donc l'eugénisme qu'il peut y avoir, c'est bon, ça peut peut-être évoluer petit à petit, mais on n'est pas dans la notion de valoriser tout âge dans sa beauté, dans l'amour, dans ce qu'il peut être. Après, on commence un peu à l'avancer un peu plus sur ce niveau de filia, le 5, où là on rentre vraiment dans les notions d'amitié. Et ce qui est intéressant, c'est que amour est dans la racine. Il y a une racine qui est commune entre amitié et amour. C'est comme si effectivement l'amour, c'était un ami et qu'on doit peut-être séduire, mais qu'on doit entretenir, quelque chose qu'on entretient avec la relation avec l'autre, la relation avec soi-même, d'être son propre ami et de considérer ce qu'il peut y avoir autour de soi, aussi bien les personnes, ce sont des ennemis, ce sont des amis, des partenaires à qui on a envie de partager cet amour. Où là, effectivement, il y a une notion de respect, d'accepter ses différences. Je peux être aussi bien sans toi qu'avec toi. Il n'y a plus cette notion de dépendance. C'est quelque part, là, ça pourrait se rapprocher là de pas porneia, mais pornoia, qui effectivement qui est l'épouse de Prométhée, ou effectivement qui représente justement que l'univers, il est avec nous, c'est un ami avec nous pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse évoluer. Après, quand on avance encore, c'est effectivement là où on rentre dans l'amour-tendresse. Je suis à la rigueur dans cette tendresse, Sporgier, c'est une façon d'aimer l'autre ou de sentir l'amour qui va me permettre d'être meilleur, de donner le meilleur de ce que l'on peut être. C'est avec beaucoup de tendresse, où là, je peux être heureux, justement, d'être avec l'autre, sans en être dépendant. Et là, on commence vraiment à évoluer dans ce niveau d'amour parce que justement, il n'y a plus cette notion d'appropriation, il y a quelque chose qui s'élève à l'intérieur dans cette relation d'amour. Si aujourd'hui, si on arrivait dans ces niveaux-là pour arriver à l'harmonia, c'est effectivement considérer que les choses qui sont belles, c'est le beau, l'harmonie. Donc la vie elle est belle dans ce qu'elle est et on peut aimer dans ce qu'elle est belle et dans toute sa diversité. Comme je disais tout à l'heure, la beauté elle est subjective. On peut voir des choses qui sont entre guillemets belles dans les comportements parfois excessifs des gens. Dire tiens il est bon dans son excès, mais je ne vais pas être justement dans le jugement. C'est de considérer que la vie commence à être une harmonie. C'est comme si chaque chose avait sa place,
comme si chaque chose avait une certaine harmonie dans l'univers qui fait qu'on évolue dans cet univers pour pouvoir justement être en harmonie aussi avec elle. Eunia, dans la notion du Eunia, c'est le dévouement. J'aime prendre soin de moi, je peux être au service de l'autre aussi. Là, on commence à être vraiment dans considérer que la relation qu'il peut y avoir même avec la Terre, avec ce niveau d'amour, ben effectivement, elle va m'apporter quelque chose, mais je vais aussi prendre soin d'elle. Si j'aime quelqu'un, je vais prendre soin de lui, que ce soit la Terre ou que ce soit une personne. Et prendre soin d'elle, c'est effectivement d'avoir de l'attention, et que naturellement, on peut attendre cette réciprocité, mais c'est pas d'être en surveillance, qu'effectivement, est-ce que c'est exactement pareil, parce que justement, derrière, j'ai acquis cette notion d'harmonie, d'amour harmonique qui était antérieure. Donc, c'est à partir du moment où je vais prendre d'autant plus de dévouement par rapport à ce qu'il peut y avoir, dans le sens de prendre soin de l'autre, je vais sentir qu'effectivement, de dire, j'ai ma place et je peux contribuer à un monde meilleur. Aujourd'hui, il est essentiel d'aller rendre le monde meilleur parce que soi-même, on est dans le meilleur de soi-même et qu'on peut le partager. Quand on monte encore ce niveau supérieur, c'est charis. Donc c'est là, on va être dans l'amour de la célébration. C'est je t'aime parce que je t'aime. C'est sentir que, en fait, ça m'apporte de la joie d'aimer. C'est pas quelque chose qui est égocentré. C'est quelque chose qui est de l'ordre, tiens, en fait, c'est comme si j'aimais aimer. J'aime aimer l'autre personne. J'aime aimer ce qui se passe dans ma vie. C'est de pouvoir avoir déjà un regard qui va être plutôt, qui va amener une certaine joie, un calme intérieur et qu'il peut y avoir justement que ça soit sans condition. C'est là où vraiment on arrive les choses dans la relation d'amour à ce niveau-là, où on peut aimer sans condition. Et on pourrait dire que presque toute mère connaît ça, vit ça. On peut aimer son enfant sans condition, même s'il peut faire des pires bêtises qu'il peut y avoir, ça n'empêche pas de l'aimer. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus l'énergie d'une mère ou de l'énergie à ce niveau-là, fait qu'on justement, on pourrait changer, on peut changer dans cette civilisation et dans cette approche avec les autres. Et le dernier étage par rapport à Agapé, qui est vraiment un point important par les Grecs au départ, c'est l'amour gratuit, universel, où là, effectivement, c'est l'amour parfois qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc effectivement, là, on est vraiment aussi bien au cœur de ce que l'on est, on est bien au cœur de ce qui se vit et au cœur même de l'univers. C'est l'amour universel dans sa totalité. Donc ces niveaux d'amour, elles sont vraiment indépendantes de la façon dont on va les manifester, dans la façon dont on va se comporter, qui permet de caractériser ces niveaux d'amour dans lesquels on est. Donc c'est peut-être de regarder, ça vous pouvez le trouver sur différentes références, d'autant plus là, c'est dans les livres les épîtres de Jean, qui parlent de toute cette dynamique, de ces niveaux-là, et qui permet justement, comme je disais tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on en est vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre que l'on aime, mais aussi vis-à-vis d'une façon plus large de la vie en général. Et c'est vrai que c'est un point intéressant, un point important pour que justement ça puisse, qu'on puisse avancer. Et je vais pouvoir fermer. Comment je vais faire comme ça? C'est bon? Voilà. Donc simplement, c'est bien comprendre que derrière ces niveaux d'amour, en fait, l'amour, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui, effectivement, c'est l'amour heureux, ça s'apprend. Par contre, l'amour malheureux, ça s'apprend pas. C'est parce que justement, on a mis une dimension émotionnelle par rapport à l'amour. Et il y a beaucoup de confusion entre justement l'amour, dans la relation d'amour, et les émotions. C'est comme si l'amour, c'est bien clair que c'est un sentiment. Donc, souvent, on va associer les sentiments, c'est quelque chose, le sentiment d'amour est relié au niveau du cœur. Mais les émotions, c'est pas le niveau du cœur, même s'il va interagir à ce niveau-là, mais c'est plutôt, comme on va l'évoquer, sur le deuxième cerveau, qui est le ventre. Donc, il faut bien distinguer la notion des émotions et la relation amoureuse. Et parfois, justement,
il y a des confusions et que ça s'emmène sur justement des attachements émotionnels plutôt que de sentir qu'effectivement on aime l'autre. Est-ce qu'on aime l'autre ou on est attaché émotionnellement à ce qui se passe? Et ce qui fait que justement parfois les personnes peuvent s'aimer, mais la relation affective, donc dans les émotions, bah, en fait, c'est difficile. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. C'est comme si, bah, voilà, j'ai d'un côté ma relation amoureuse avec justement les dimensions affectives et la façon, le sentiment d'aimer. Et quand on fait les confusions, on ne distingue plus ce qui appartient à soi de ce qu'on amène dans la relation et l'autre ne distingue pas ce qui lui appartient. Et dans ce cas-là, on va être plus facilement dans des projections. En sachant que les émotions ont tout son sens hein, pour dialoguer en interne. Souvent, j'associe en fait les sentiments, c'est quelque chose qui est de l'ordre associé à l'élément air. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment au niveau du cœur, des poumons. Et en fait, les émotions, c'est au niveau de l'eau. Et on voit bien que l'eau et l'air, ce sont deux éléments qui bougent dans le monde d'une façon similaire. Vous regardez les nuages ou vous regardez l'eau, ils bougent de la même façon. Donc après, derrière, c'est simplement des intensités et des densités qui sont différentes. Donc après, c'est ma relation d'amour, qu'est-ce qu'elle m'amène dans ce qui se passe émotionnellement. Mais émotionnellement, derrière, c'est le piège sur le fait de dire qu'est-ce que j'attends de l'autre. Et là, il peut effectivement dire on va plus rentrer dans les aspects émotionnels que l'amour en lui-même. Donc l'amour, entre guillemets, il doit rendre libre. Les émotions, c'est juste un baromètre pour savoir sur quoi on met de l'importance en termes d'attente qu'il peut y avoir. Et quand on comprend ça, quand on vit ça d'une façon beaucoup plus lucide, en fait, on gère mieux sa relation d'amour parce qu'il y a une clarté. On sait ce qui nous appartient, comme je disais tout à l'heure. Donc, apporter de l'amour, c'est justement, dans la relation, c'est avoir beaucoup de gratitude et donc avoir un comportement qui va être justement de remercier ce qui se passe, ce qui se partage. Et on sait que justement, pour une relation d'amour, donc dans ce qui va être émotionnel, pour nourrir le sentiment d'amour et réciproquement, c'est la qualité de la communication. S'il n'y a pas une qualité de communication, s'il n'y a pas une écoute, ben effectivement, de dire on peut s'aimer, mais la relation d'amour, ben effectivement, elle peut se dégrader. L'un doit nourrir l'autre. Mes émotions doivent nourrir mes sentiments. Parce qu'effectivement, les sentiments d'amour, elles ont été générés sur quelque chose qui, effectivement, au départ, il y a une émotion qui s'est créée. Il y a quelque chose qui a été vibratoirement, émotionnellement fort et qui fait que je l'amène comme quelque chose qui est important. Et cette émotion, vis-à-vis d'une personne, bah, cette émotion, elle va générer parce qu'il y a un attachement, une importance, mais là un attachement dans le bon sens du terme, parce qu'elle me fait évoluer en vibratoirement parce que ça devient de l'amour. Donc après, c'est comment bien gérer ces émotions dans la relation et donc dans la qualité relationnelle. Pas ça, pas de la qualité communicationnelle, pas de la bonne gestion de ces émotions. Et bien effectivement de dire, tiens, les gens peuvent arriver à, entre guillemets, à s'insulter, se crier dessus dans la relation amoureuse et pourtant on dit qu'on aime l'autre. C'est incompatible. Donc si effectivement on aime l'autre, on doit être dans la notion de ce niveau d'amour, dans le comportement, pour être dans la gratitude, dans le remerciement et de savoir justement dans ce qui est l'un et l'autre. Souvent, quand j'accompagne des personnes et qui ont des difficultés dans des relations amoureuses, on distingue bien trois choses dans la notion d'une relation amoureuse. Là, en plus, dans la relation amoureuse, il y a l'amour. Donc, effectivement, il y a des choses qui m'appartiennent, ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à nous. Donc, c'est bien de pouvoir aussi, dans la relation amoureuse, de distinguer qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre et qu'est-ce qui est à nous. Si on ne fait pas le tri, si on ne sait pas ce qui nous appartient, si on ne se connaît pas suffisamment, effectivement, on va projeter sur l'autre qui va dégrader l'énergie du nous. Donc, c'est effectivement cet amour, c'est de pouvoir le nourrir au présent, de pouvoir être à chaque fois dans le présent, d'avoir une certaine gratitude, comme je disais, et dans la gratitude, on a plus de 70% de notre corps en tant qu'adulte, et on connaît, peut-être que vous connaissez justement les travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Et justement, on peut voir que les molécules d'eau, comment elles réagissent par rapport à la vibration de l'amour, la vibration de la gratitude ou effectivement la colère. Donc à partir du moment où je manifeste des émotions qui sont plutôt négatives, dans le sens où effectivement de la colère, des désagréments, effectivement mes molécules d'eau vont rentrer dans une vibration qui ne va pas être harmonieuse et on va voir les impacts qu'il peut y avoir derrière. Donc ça veut dire que
tiens, je vais rentrer dans ces éléments-là et je vais nourrir moi-même en interne, c'est justement un effondrement de la qualité vibratoire de l'eau dans telle qu'elle est au départ, et on va baisser son propre niveau d'amour parce qu'en fait, on n'est plus dans une notion d'amour, mais d'attachement émotionnel sur ses attentes. Ça, c'est de l'ordre du présent, de le nourrir dans le présent. Mais aussi dans la relation d'amour, c'est de pouvoir aussi regarder les relations d'amour qu'il y a pu avoir du passé. Et relation du passé, ça ne veut pas forcément dire aimer son passé. Mais une autre facette de l'amour, c'est effectivement c'est d'être en paix. Ça vient toujours du cœur. Donc c'est d'être en paix avec son histoire. Si je ne suis pas en paix avec mon histoire, l'histoire va chercher à revenir pour pouvoir justement, pas pour m'embêter, qu'on va appeler parfois les schémas répétitifs, mais elle va venir pour pouvoir justement amener ce sentiment à un moment de paix ou d'amour de ce qui s'est passé, de ce qui s'est vécu, quelles que soient les choses. Si je ne suis pas en paix avec mon histoire, en fait, comment je peux être en paix dans mon présent? Parce qu'on sait bien que, bah, tiens, ce que l'on est dans le présent, effectivement, il y a la partie consciente qui est de l'ordre de l'iceberg, qui est effectivement la partie inconsciente qui va être associée au passé et qui est beaucoup plus importante. Donc, c'est important de justement de pouvoir être en paix avec son histoire, de pouvoir être justement dans les relations qu'il y a pu avoir, d'amener une gratitude quand ça a été possible, même si ça a été des choses positives, négatives, dire qu'une certaine gratitude parce qu'elles ont poussé à quoi pour évoluer? Pas justement de rester dans une position de victime, mais une position de responsabilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de la vie, donc de rentrer dans l'énergie de pronoia, la vie est un ami avec soi pour pouvoir avancer, et donc quelque part de remercier ce qui s'est passé pour pouvoir grandir, sortir les meilleures qualités au-delà des événements qui ont été difficiles émotionnellement. Et à partir qu'on rentre dans cette énergie-là, ça va rentrer dans le principe de la résilience qui est maintenant de plus en plus évoqué. Là, on va être dans une notion de paix et c'est en état de paix que je peux être dans une notion d'amour. Donc ça, c'est vraiment les étapes importantes par rapport à ça. Dans la partie interne de l'amour, on va venir là carrément sur la partie de l'organe du cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, dans mon cœur, c'est effectivement de pouvoir justement comprendre les différentes dimensions du cœur et les différentes dimensions du cerveau. Donc, on parle justement des 3 niveaux de cerveau. Et justement, ce qui peut se passer entre le cerveau, qu'on considère que justement c'est lui qui traite toutes les informations, en fait, on s'aperçoit et on peut être remettre en cause un certain nombre d'éléments et entre le cerveau et le cœur, et parce que justement, on comprend de plus en plus l'implication du cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent de l'ordre de dire on va considérer que c'est l'aspect neurologique qui font des choses. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas une finalité, puisque si on regarde les travaux, par exemple, de Rupert Sheldrake, il explique très bien, qu'il a pu démontrer que en fait, notre mémoire n'est pas dans notre cerveau, tel qu'on pourrait le considérer dans une approche plus classique de la science. Mais effectivement, d'ailleurs, il a pu le démontrer par pas mal d'expériences aussi, Rupert Sheldrake, que notre mémoire est en dehors de notre corps. Donc, on n'est pas dans notre cerveau. Notre cerveau n'est qu'un décodeur d'informations par rapport à des énergies spécifiques de la création en elle-même, qui fait que ça fonctionne. Notre cerveau, il a une capacité qui est extraordinaire avec ses 100 milliards de neurones qui vont permettre de connecter à travers le câblage de notre système nerveux sur ces 150 000 km de système nerveux, quand même 150 000 km du système nerveux à travers notre corps. Il est là pour pouvoir être une antenne sur ce qui se passe à l'extérieur, pour décoder les informations, mais les informations. D'un autre côté, il va y avoir justement le cœur en lui-même qui, effectivement, qui va être avec ses 400 000 neurones, même s'il a moins de neurones, on va le voir l'importance capitale qu'il peut avoir. C'est vraiment fondamental, et cette notion de communication qu'il y a entre le cœur et le cerveau. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, concernant le ventre, qu'on appelle aujourd'hui le deuxième cerveau, qui est vraiment un siège important sur les émotions, sur un paramètre important qui contribue au système immunitaire. Donc derrière, ça veut dire l'alimentation, l'épigénétique. Donc ce n'est pas les gènes qui sont de l'ordre, tiens, c'est comme ça. Donc c'est aussi
Est-ce qu'on reste dans l'aspect de dire si on est malade, c'est parce que c'est génétique, ou de voir l'importance aussi de l'épigénétique, donc de ce qu'on a dans son ventre, de ce qu'on a dans ses émotions et comment on vit les choses. Est-ce qu'on vit des choses d'une façon sereine ou pas? Donc cette notion de communication, c'est comprendre que justement, c'est le cerveau, il dirige toutes nos pensées quelque part d'une façon consciente dans ces mécanismes, mais la communication entre le cœur et le cerveau, c'est une dynamique qui est bidirectionnelle dans le sens où effectivement de dire ça va bien aussi bien des informations du cerveau vers le cœur que le cœur vers le cerveau, en sachant que l'influence l'autre, en sachant aussi que cette influence, de plus en plus d'études qui se font, voient que l'influence du cœur est plus importante vers le cerveau que réciproquement. Donc le cœur, dans son fonctionnement, dans sa vibration, dans ses battements, il amène des informations vibratoires en termes d'ondes, comme on va le voir, qui fait que justement, ça amène beaucoup plus d'informations vers le cerveau pour qu'il le traite et qu'il traite un certain nombre de choses par conséquence dans tout le corps, et qui fait qu'il va contribuer, le cœur va contribuer aussi à l'équilibre homéostasique du corps, homéostasique dans le sens qui lui aussi contribue à l'équilibre. Comme je disais tout à l'heure, l'amour, c'est l'énergie qui unit, qui équilibre les choses dans toute la création. Et donc le cœur, il va amener cette dynamique-là pour que le cerveau puisse après prendre ces informations-là pour équilibrer notre système dans sa globalité. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, il va communiquer d'une façon importante aussi bien au niveau neurologique, à travers ses nerfs, ses influx nerveux, comme je disais, et qu'après, le cerveau va exécuter un certain nombre d'informations, aussi bien qu'il va y avoir au niveau biochimique ces informations parce qu'aujourd'hui, et ça depuis 1984, le cœur est considéré aussi comme un organe hormonal. C'est-à-dire qu'il a une quantité d'hormones qui, effectivement, qui est importante. Donc, ces hormones vont interagir aussi, comme c'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, aussi bien sur l'aspect hormonal que électrique. Donc, le cœur va donner des informations au système nerveux par l'intérieur du cerveau pour équilibrer notre système sympathique et parasympathique. Donc, notre système sympathique et parasympathique dans notre corps, c'est une partie du système nerveux qui va d'un côté accélérer les choses, le système sympathique, et d'autre partie qui va ralentir les choses, le système parasympathique. Exemple, effectivement, de dire je marche, j'ai un certain équilibre en interne avec un rythme cardiaque, respiratoire, de flux sanguin, etc. Et qu'à partir du moment où je vais commencer à accélérer ma marche, où je vais courir, en fait, mon cœur va s'accélérer et qui va donner aussi toutes les informations avec le système sympathique qui accélère tout l'organisme pour que justement ça puisse circuler au niveau du système sanguin, au niveau musculaire, que ça puisse donner tous les nutriments, etc. Et quand je vais ralentir, en fait, là, les choses vont rabaisser en termes d'information pour que le système parasympathique va réduire justement un certain nombre au niveau du souffle, au niveau de la pression artérielle, tous ces éléments-là, parce qu'il y a cet équilibre qui va se faire. Donc, le côté neurologique du cœur, il va contribuer d'une façon importante sur ces mécanismes entre sympathique et parasympathique, comme on le verra tout à l'heure avec la cohérence cardiaque. Ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est justement le biochimique que j'évoquais tout à l'heure. Le biochimique, il va être justement sur un certain nombre d'hormones. Et les hormones, effectivement, on considérait avant que c'était majoritairement la glande pinéale ou l'épiphyse, le thyroïde, le thymus, par exemple les reins, etc., et qui vont créer et sécréter les hormones. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, depuis 1983, en fait, c'est le cœur aussi qui crée des hormones, qui fabrique, qui sécrète des hormones d'une façon importante. Et ces hormones, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont liées majoritairement au bien-être de l'être humain. C'est-à-dire que le cœur va sécréter, par exemple, de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone justement du plaisir, du bonheur, qui peut-être immédiat, mais qui va amener une notion de satisfaction, qu'on va appeler aussi le contentement, quelque part qui va m'amener une énergie en interne, parce que justement, il y a quelque chose qui se pose, qui se nourrit à l'intérieur à travers des éléments qui sont extérieurs, et qui va créer justement cette dopamine à l'intérieur au niveau du cœur. Et cette interaction va faire que justement, je vais me sentir bien, je vais me sentir calme, je vais me sentir apaisé.
Le cœur aussi, il sécrète de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est considéré comme l'hormone de l'amour et du lien social. Donc, ça veut dire que l'ocytocine a une implication vraiment importante qui est fabriquée aussi, qui est sécrétée aussi par le cœur. Et qui, effectivement, de dire, à partir du moment qu'elle se sécrète d'une façon importante dans le cœur, l'information, elle va se diffuser et qu'elle va générer aussi dans les autres parties au niveau du cerveau, justement, démultiplier ces hormones d'ocytocine. Et qu'en fait, l'amour interne va continuer à se développer en interne par le processus biochimique. Mais comprenez bien que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la façon de percevoir les choses, la façon d'intégrer les éléments, qui fait qu'après, c'est la biochimie qui va faire les choses. Mais ce n'est pas l'organe qui commence, c'est la perception qu'on peut avoir en termes de conscience. Et cette conscience qui fait qu'après, et donc ce n'est pas le cerveau encore, c'est la conscience qui est aussi en dehors du corps, fait qu'après, derrière, le cœur va réagir et va donner toutes ces informations, comme si c'est la façon dont je vais percevoir le monde, la vibration telle que je la reçois à l'intérieur, fait qu'elle va donner ces informations au niveau du cerveau, voire après au niveau du ventre. Et c'est après le fait de dire, bah, tiens, si je perçois d'une façon désagréable, en fait, ça, on va partir dans l'aspect émotionnel, et c'est le ventre qui va réagir, et qu'il y a une interactivité encore qui va se faire entre le cœur et le cerveau. Le cerveau, aussi au niveau biochimique, il sécrète de l'endorphine. Et là, l'endorphine, c'est lui qui va permettre, c'est ces hormones qui vont permettre de pouvoir atténuer justement le stress, l'anxiété. Parce qu'à un moment donné, s'il y a une notion d'agitation à l'intérieur, parce que je n'ai pas forcément saisi et compris ce que la vie pouvait m'apporter de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir évoluer, bah, il y a un stress, mais sauf que le corps va dire, il y a un stop, il va essayer de mettre cette barrière, cette limite, pour ne pas être justement générer un déséquilibre. Donc après, c'est jusqu'où on accueille les éléments pour pouvoir justement sentir la limite du stress, de l'anxiété, des préoccupations, pour comprendre le sens qu'elles veulent dire, plutôt qu'à un moment donné qu'elles nous envahissent et en fin de compte détruire l'équilibre intérieur. Donc de perdre l'équilibre dans son cœur, dans sa vie, dans ses réactions, etc. Et puis la quatrième hormone qui est vraiment très importante aussi, c'est la sérotonine. Donc c'est la sérotonine, elle va contribuer aussi à réguler notre comportement. Elle va réguler notre système nerveux, donc d'une façon complémentaire avec l'endorphine. Elle va aussi contribuer à mieux apprendre, à être dans l'apprentissage. Et effectivement, de dire entre l'ocytocine et la sérotonine, en fait, c'est l'aspect hormonal qui permet de pouvoir aussi être dans l'aspect de mieux comprendre les choses, et dans l'aspect social, de mieux être dans la tolérance, dans la confiance, être dans le niveau d'amour, d'amitié qui était évoqué tout à l'heure, sur justement en correspondance avec Philéa. Donc c'est vraiment, cette hormone, elle va réagir d'une façon vraiment fondamentale. Elles sont toutes impliquées aussi, d'autant plus la sérotonine, par rapport à la notion de motivation, de prise de décision. Donc vous voyez que l'importance qu'il peut y avoir sur justement à l'intérieur du cœur, comment les choses fonctionnent pour pouvoir rentrer dans son temple intérieur et de comprendre la magie chimique, la magie qu'il peut y avoir au niveau biochimique déjà, et on verra les autres, qui fait que derrière, ce temple, c'est quelque chose qui est de l'ordre du magique. Et ce n'est pas pour autant qu'on parle de temple, et le centre, dans tous les centres, les temples du monde, on va parler qu'effectivement, c'est le cœur d'une société spirituelle. On va amener cette dimension spirituelle à travers le temple, où on va se recueillir pour pouvoir justement se connecter à ce que l'on est à l'intérieur, pour pouvoir s'ouvrir autrement à l'intérieur. Et c'est vraiment intéressant de voir que le cœur, comme représentation et symbole du centre, effectivement, c'est pas pour rien, parce que c'est l'alchimie du cœur qui contribue aussi d'une façon importante sur les organes, le cerveau, le ventre, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez que c'est quand même assez intéressant dans le fonctionnement déjà du cœur et de ses paramètres fondamentaux, quoi. Voilà dans ce que je voulais dire sur cette première partie qu'il peut y avoir. C'est déjà une première partie bien dense, hein. Déjà beaucoup d'informations. Merci Franck. Alors, est-ce que tu peux nous parler très concrètement, il y a des techniques
des techniques de respiration, de cohérence cardiaque, justement, qui nous permettent de nous connecter à notre cœur pour pouvoir stimuler, développer le rayonnement du cœur, l'énergie de l'amour, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des aspects plutôt physiques et techniques? Oui, alors, pour commencer, pour justement dans cette technique-là, et des choses qui peuvent être simples, c'est justement d'abord, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est effectivement, c'était fait depuis un certain nombre d'années, et ça se développe de plus en plus. Il y a effectivement des applications. On n'en voit qu'une facette, et on va voir les autres facettes de la cohérence cardiaque. C'est effectivement de dire, tiens, c'est de comprendre que plus je vais être dans cette cohérence cardiaque, donc c'est-à-dire la variabilité du rythme cardiaque qui est cohérente. C'est-à-dire que quand on regarde le rythme cardiaque, on va regarder, bah tiens, j'ai peut-être 70, 75 battements par minute. Mais ce n'est pas le battement qu'il peut y avoir. C'est important sur le fait de dire, tiens, si on fait de la tachycardie, etc. Mais ce qui est important par rapport à la cohérence cardiaque, c'est la régularité du rythme cardiaque. Et plus il y a une régularité du rythme cardiaque, plus ça crée une onde à l'intérieur du battement d'une façon harmonieuse. Là, on va rentrer dans le côté qui peut être justement biophysique des choses, parce que le cœur va créer une onde. Et donc, c'est cette onde harmonieuse, c'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, la cohérence qui est, comme on dit, qui est chaotique, ça fait des éléments assez chaotiques dans une courbe. Et quand on va effectivement voir le rythme cardiaque avec une cohérence cardiaque qui va être cette variabilité donc, qui est cohérente, on va avoir une notion de sinusoïde. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui, effectivement, qui est assez régulière. Et plus elle est régulière, plus l'importance du cœur va communiquer et va être efficace justement sur tous les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, sur justement ce temple. Il va donner toutes les informations, en tout cas, pour contribuer à un meilleur équilibre. Donc, sa cohérence cardiaque, c'est ces 100 éléments. En sachant que cette cohérence cardiaque, elle permet de pouvoir clarifier la pensée, calmer les émotions, parce qu'il va y avoir un aspect sur l'aspect ventral, donc l'importance de la respiration, on va le voir, et qui va amener une notion de pouvoir que ça puisse être plus centré. Elle va aussi synchroniser les ondes qu'il y a pu y avoir dans ce que l'on peut vivre. Donc, dans toutes ces ondes-là, en fait, ça va créer une onde régulière à l'intérieur. C'est comme imaginer, vous prenez une pierre et vous la jetez dans l'eau. Ça va créer une onde de forme et qui, effectivement, de dire si vous envoyez un caillou régulièrement au même endroit, l'onde effectivement de l'eau va être de plus en plus importante. Par contre, si vous jetez des cailloux dans un rythme qui est différent, ben en fait, vous allez voir que toutes les ondes vont se fragmenter, etc. Ça se passe de la même façon au niveau du cœur. Donc, c'est de pouvoir justement amener quelque chose qui va contribuer à un équilibre respiratoire en utilisant la respiration pour pouvoir justement nourrir cette onde d'une façon régulière. Comme c'est quelque chose qui est justement qui va nourrir et qui va amener une autocohérence dans le fonctionnement. Et donc, là, une des premières techniques, c'est effectivement de dire, c'est de pouvoir justement être dans la technique, c'est la respiration 5-5. Comme je vous ai évoqué tout à l'heure, il y a le système sympathique et parasympathique, celui qui accélère, celui qui ralentit. En prenant consciemment la respiration, et vous pouvez le faire, là on va le faire ensemble, le fait de dire si j'équilibre ma respiration entre l'inspire et l'expire, je vais contribuer par la respiration, de donner aussi les informations au niveau de mon cœur pour que justement ma cohérence cardiaque, elle puisse être de plus en plus régulière. La variabilité du rythme cardiaque est de plus en plus régulière. Donc cette cohérence, c'est simplement de dire je vais respirer en 5 temps. J'inspire 5 temps, j'expire 5 temps. C'est très simple en fait. Et simplement après, c'est quel rythme, quelle quantité je vais faire. Si je le fais pendant 30 secondes, ça aura un impact très réduit. C'est comme si le cœur, pour qu'il puisse y avoir une efficacité dans cette technique et pour amener cette cohérence physiologique, et donc après derrière, au niveau système sympathique et parasympathique, et tout après une clarté de pensée, en fait, il faut le faire à peu près 10 minutes. Et pour vraiment avoir une efficacité dans le temps, pour pouvoir améliorer sa cohérence cardiaque
Et donc, toutes les implications qu'il peut y avoir, hein. On sait que la cohérence cardiaque, quand elle se renforce, les gens sont moins stressés, ça crée en plus d'autres hormones qui ralentissent le vieillissement, qui effectivement qui réduit la notion des dégradations des télomères. Il y a plein d'éléments qui sont vraiment capitales par rapport à ces éléments-là. Donc, c'est respiration 5-5. J'inspire, j'expire et je continue. Et en le faisant un certain nombre de minutes, pour arriver peut-être là après dans un entraînement sur les 10 minutes, en fait, on s'aperçoit que les choses se calment à l'intérieur. On trouve cette paisibilité. Cette paisibilité, donc quelque part, une forme d'énergie d'amour qui est en interne. C'est plus simplement de l'amour je m'aime, c'est effectivement de dire je me sens en paix. C'est une forme d'amour. Parce que justement, c'est quelque chose qui unit et qui équilibre les choses. Et donc, c'est plus je vais être dans cette dynamique-là, plus mon corps va vivre quelque chose qui va être équilibré. Ça va équilibrer un certain nombre de choses, en sachant que cette respiration, c'est une respiration qui est complète. Sur ces 5 temps, on va faire une respiration complète, c'est-à-dire ventrale et abdominale, enfin ventrale et thoracique. C'est bien comprendre que la respiration ventrale, elle est capitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ventre, avec son deuxième cerveau, c'est ce qu'on considère comme le sac d'eau, parce que c'est l'élément eau qui va être majoritairement dedans, avec toute l'importance de l'ordre du système digestif, de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, etc. Et en haut, c'est le sac d'air. Donc, on va contribuer à une bonne harmonie entre le sac d'eau et le sac d'air. Comme je disais, entre l'eau et l'air, c'est de fonctionner comme si on va les unir en termes de force. Et ce qui est entre les deux, c'est le diaphragme. Le diaphragme, si je respire correctement par rapport au ventre, avec une respiration ventrale correctement, en fait, ça va faire un mouvement intérieur-extérieur, intérieur vers le haut, pardon, entre vers le haut et vers le bas. Donc, ça va masser ce qui se passe vers le haut, qui va toucher presque même la limite du cœur, les parois du cœur, et puis effectivement, ça va toucher tout ce qui est intestinal. Et donc, ça crée une vague à l'intérieur qui est plus simplement une onde du cœur, mais une vague intérieure avec le diaphragme. Donc, je contribue en interne pour que les choses puissent justement être paisibles, harmonieuses, et on rentre dans cette vague. Et ce qui est intéressant, on appelle ça aussi le nerf vague, le nerf qui contribue à donner les informations d'une façon importante entre le cerveau, le cœur et le ventre. C'est le nerf vague. Et donc, c'est quelque part comme si on rentrait dans une vague intérieure à travers cette inspiration et cette expiration d'une façon synchrone pour que justement, je puisse rentrer dans le mouvement de la vie. Je rentre dans quelque chose qui va me permettre de pouvoir m'ouvrir à l'intérieur sur d'autres dimensions, comme on va le voir. Et plus je vais respirer de cette façon-là, plus je vais me sentir paisible, plus mon onde vibratoire avec les battements, puisqu'effectivement les battements sont cohérents, donc je vais être comme dans de l'eau, les pierres qu'on jette dans l'eau, mon onde va s'amplifier. Et non seulement ça contribue à une cohérence intérieure, mais ça contribue à une cohérence sociale ou relationnelle. Il y a une expérience qui s'est passée dans les années 90 à Chicago. Ils ont pris une centaine d'étudiants et c'était plus une expérience pour regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe en termes de méditation. Ils ont pris une centaine de jeunes, d'étudiants, et ils les réunissaient plusieurs fois par semaine pour méditer. Et en fait, ils méditaient, bon, ils ont après médité, et en fin de compte, quand on médite, on est dans quelque chose qui est centré. On va vivre cette respiration consciente, et donc, quelque part, on va rentrer dans cette cohérence. Et au fur et à mesure de l'expérience, mois par mois, ils se sont aperçus que cette onde vibratoire de tous ces jeunes qui faisaient la respiration et qui donc derrière qui généraient une onde différente, en fait, ça a contribué à faire baisser le taux de criminalité dans la ville, dans Chicago. Donc, c'est une influence sociale énorme, et simplement avec une centaine d'étudiants. D'accord? Quand ils ont arrêté l'expérience avec ces étudiants, le taux de criminalité a remonté. Donc, plus on est dans son cœur intérieur, individuel et collectif, plus on contribue une paix intérieure et collective. Donc, c'est une responsabilité, le fait d'être en son cœur et d'être cohérent avec soi-même,
intérieurement en termes de pensée, en termes de positionnement, en termes de cœur, de cette capacité d'aimer, plus effectivement de dire on contribue à un changement vibratoire, d'onde vibratoire qu'il va y avoir dans tout notre entourage. C'est pour ça que la cohérence cardiaque est beaucoup travaillée avec ce qu'on appelle l'Institut EarthMat. Et l'Institut EarthMat, effectivement, font beaucoup de recherches d'une façon importante et qu'il y a des méditations collectives et que ça amène une collective au niveau planétaire, toutes les gens qui vont se connecter, et ils vont même avoir des appareils, on ne va pas développer tous ces aspects-là, mais on peut déterminer en fait cette onde vibratoire que l'humanité a et à quelle fréquence qu'il peut y avoir. Et dans ces machines qui peuvent être installées pour pouvoir justement entendre et sentir les différentes fréquences dans le monde, et ben en fait, on s'aperçoit que avant même qu'il y ait des événements catastrophiques sur quelque chose qui se passe, un événement, en fait, ces machines qui sont connectées à des ondes qui sont reliées à la cohérence cardiaque sont déterminées, sont agitées avant que les événements arrivent. Donc, c'est comme si, dans notre conscience vibratoire, on avait des informations où il y a quelque chose qui pouvait être difficile et qu'on va les connecter, et vibratoirement, ça peut avoir un impact sur notre cœur, sur notre corps, et qui peuvent être évalués d'autant plus après quand les éléments arrivent. Donc, plus notre cohérence cardiaque est élevée, plus on contribue à des choses qui sont harmonieuses. C'est pour ça qu'aussi derrière, cette cohérence cardiaque, quand les gens sont dans une notion de prière, en fait, c'est amener une onde vibratoire, parce qu'on bien on considère aujourd'hui dans la physique quantique naturellement, le fait de dire, tiens, en quoi est constitué l'univers? Et l'univers est constitué en termes d'énergie et d'information. Après, si cette énergie, justement, elle est harmonieuse, ça crée un monde harmonieux. Si elle est disharmonieuse, on est dans le chaos intérieur et extérieur. Donc, on a une responsabilité individuelle sur son niveau d'amour intérieur et les répercussions qu'il peut y avoir au niveau vibratoire. Donc, c'est vraiment important dans ce qu'il peut y avoir. D'autres choses qui n'est pas vraiment une technique, mais c'est de pouvoir accueillir comme si on pouvait parler à son cœur en tant qu'ami, comme si je pouvais dire, bah, tiens, à mon cœur, que je l'aime, que je l'apprécie, que effectivement de dire, je vais l'honorer, je vais le remercier par rapport à ce qu'il me donne, à ce qui peut vibrer et ce qui peut me faire ressentir en termes d'amour sur lequel je peux justement partager. Donc, c'est plus simplement une respiration, mais c'est un dialogue intérieur dans mon temple intérieur qui va permettre justement de faire évoluer les choses dans la relation avec soi et avec les autres. Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre que ces éléments techniques qui peuvent être semblés basiques, elles sont fondamentales parce qu'en fait, elles sont rassociées nocivement à d'autres paramètres vis-à-vis de ce qui peut se passer. Et donc, je vais vous montrer justement les aspects vibratoires. Comment effectivement de dire, tiens, comment c'est considéré aujourd'hui sur le cœur. Voilà ce qui se passe au niveau vibratoire sur le plan électromagnétique du cœur. On n'est plus sur l'aspect électrique, chimique, mais électromagnétique. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le cœur, effectivement, il crée cette onde de forme, comme je vous parlais tout à l'heure de l'eau. En fait, il crée cette forme-là. C'est ce qu'on appelle un torus. Donc, effectivement, de dire l'énergie tout autour de soi. Et plus une personne, elle va être dans une qualité d'amour dans son cœur et de pouvoir rayonner, donc quelque part amener une onde, plus cette image, plus ce torus, toute cette forme est de plus en plus importante. Et ce qui était mesuré, plus les personnes sont dans la peur, plus ce champ électromagnétique est restreint. Donc la peur, en fait, elle va induire quelque part quelque chose qui va induire des choses au niveau physiologique, etc., mais donc après qui a amené un déséquilibre, mais qui fait que derrière, ce champ électromagnétique, il dégage des photons, donc de la lumière. C'est comme si effectivement de dire, mon cœur, par son phénomène électromagnétique, il était générateur, comme on l'a évoqué, des hormones, mais aussi il crée des photons, de la lumière. Et c'est pour ça qu'on associe parfois la lumière à l'amour et réciproquement. Parce qu'en fait, justement, de dire, tiens, plus je suis dans l'amour, plus je rayonne de ma lumière. Et je sais pas, peut-être, j'ai rencontré un certain nombre de ce qu'on pourrait dire des sages dans différentes traditions, et que c'est des personnes qui sont vraiment, on les appelle pas pour rien des sages, c'est parce que justement, ils sont dans cette qualité vibratoire d'amour et qui rayonnent d'une façon extraordinaire et d'être en présence
justement de ces grands sages, en fait, on se sent baigné d'amour. Parce qu'on sent ces ondes-là. Et on pourrait presque voir sentir jusqu'où le rayonnement pourrait aller. C'est quand même assez intriguant et intéressant la façon dont cette vibration et les répercussions qu'il peut y avoir dans une notion d'interaction. Voilà, ça c'est effectivement des points vraiment importants en termes de phénomènes électromagnétiques. Et on va le voir encore un peu plus loin. Alors peut-être, Franck, parce que comme je vois l'heure qui tourne, Oui. dans tes accompagnements aussi, tu parles beaucoup des rêves, d'analyser les rêves, comprendre les rêves et créer notre réalité à partir des rêves et des synchronicités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment on peut créer plus d'amour spécifiquement avec les rêves et les synchronicités? Alors, à partir du moment où je suis dans mon état intérieur et que je suis paisible, bah, effectivement, de dire, puisqu'il y a cette notion du champ électromagnétique qu'il peut y avoir entre ce que je dégage et l'univers, qui est un champ électromagnétique et donc un champ informationnel, si justement je suis à l'intérieur, avant de me coucher, sur une notion de ma cohérence cardiaque, après de pouvoir d'autant plus être à accueillir la notion de rêve sur des choses soit précises, sur une intention, soit simplement de dire je vais m'ouvrir à cette dimension de ce que l'univers me donne pour comprendre, pour pouvoir élever. En fait, c'est comme si mon monde, je mettais en termes d'harmonie et je vais pouvoir capter dans mon rêve, puisque là, je ne suis plus dans quelque chose qui est de l'ordre du conscient, mais effectivement de l'ordre de ma conscience qui s'élargit, elle va s'interconnecter avec des informations que j'ai besoin de connaître, que j'ai besoin de comprendre, qui sont de l'ordre aussi bien individuel de l'inconscient personnel, donc quelque chose, des informations qui sont de l'ordre de ma mémoire, aussi bien présente que passée, et je dis bien passée, elle peut être lointaine, quand on parle d'informations, elle peut être justement de l'ordre de passé, de voir des siècles ou des années, des millénaires derrière, donc ces informations sont là dans le champ quantique, de champ akashique, qu'on pourrait dire. Ça, c'est le travaux d'Erwin Laszlo qui a bien associé le champ akashique et le champ informationnel. Donc, c'est quelque part, c'est au moment du rêve, au moment où je vais rentrer dans mon rêve, c'est comme si je pouvais m'ouvrir à d'autres dimensions que je vais accueillir pour mieux me connaître, mieux me comprendre, mieux effectivement de dire être en synchronicité avec le monde de ce qu'il cherche à me dire pour pouvoir me faire évoluer, me faire grandir. Et sur l'autre aspect des synchronicités, donc dans l'état de conscience, bah effectivement, c'est dire que, tiens, plus je suis en harmonie, plus je vais pouvoir développer ma qualité d'amour, ma cohérence cardiaque, dans mon champ électromagnétique de plus en plus grand. En fait, je vais pouvoir aussi, d'un côté, projeter des intentions et entendre le retour de l'univers à travers les informations qui vont se manifester à travers le champ électromagnétique qui va percevoir mes informations, parce qu'il va y avoir des échos, des fréquences. Toute pensée, toute intention est un phénomène vibratoire. C'est une fréquence. Donc, à partir du moment où je projette quelque chose d'une intention, plus elle est élevée, mieux c'est. Plus effectivement de dire l'univers, elle va entendre cette fréquence et elle va me le renvoyer comme un signal, comme si l'univers m'entendait. Comme je disais tout à l'heure, l'univers est mon ami. Et donc, il va me répondre et c'est ce dialogue qui va se faire, qui va contribuer à des synchronicités en permanence. Et pour ceux qui vont déjà participer à l'atelier des synchronicités, c'est justement comprendre toute cette magie-là, ce fonctionnement qu'il peut y avoir entre quelque chose qui est de l'ordre de mon conscient vis-à-vis de ces éléments-là, mais effectivement de dire après même sur le fait des éléments qui sont de l'ordre de l'inconscient et de l'inconscient collectif, pour percevoir les informations pour l'instant qui ne m'appartiennent pas, mais que je puisse percevoir des choses qui sont des prémices d'informations qui sont en train de se manifester pour dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ces informations-là? Qu'est-ce que je fais pour m'adapter, pour comprendre, pour pouvoir évoluer? Et si ces informations qui se manifestent, est-ce que je favorise pour qu'elles se concrétisent parce que justement, ça fait partie de pouvoir faire évoluer le monde tel qu'il peut être plus harmonieux, soit effectivement de dire c'est des informations qui sont dans un champ vibratoire qui sont plutôt disharmonieux, tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais aujourd'hui de dire qu'est-ce que je décide de faire vis-à-vis de ces informations. Comme je disais tout à l'heure, les événements qui sont actuels, peuvent être perçus comme quelque chose qui est difficile, comme quelque chose qui est conflictuel, mais si on regarde sur une autre facette, c'est effectivement, ce sont des phénomènes qui vont nous permettre de dire
tiens, il y a des conflits qui sont extérieurs, peut-être qu'elles résonnent en partie sur nos propres niveaux d'amour qui sont dans des conflits, et qui effectivement de dire dans une notion plutôt d'émotionnel, de possession, etc., ou de nombrilisme ou d'égocentrisme, ou de pouvoir naturellement, pour justement passer à un autre niveau. Et donc, ces informations-là, en fait, je vais pouvoir aussi partager mon niveau d'amour qui est plus élevé vers le monde extérieur pour contribuer à son changement. Donc, j'ai une responsabilité aussi sur cette synchronicité qui me donne des informations positives et je l'accompagne avec des événements, d'une participation, ou soit effectivement de dire, tiens, quelles sont les informations qu'il peut y avoir qui synchronisent et qui me permettent de comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que ça me permet, moi, de pouvoir développer un certain nombre de choses? Donc, c'est effectivement de dire, c'est des points vraiment importants dans le monde intérieur du rêve et dans la partie extérieure, dans cette notion de synchronicité, dans cette notion de magie. Voilà. Parler un petit peu quand même des Merci. traditions, juste un petit peu des Ouais, oui, traditions. vas-y, dis-nous un petit mot sur les traditions, parce que justement, comme tu as rencontré, Ouais. comme tu disais, des grands maîtres et sages. Ouais. Alors, dans les grands maîtres, par exemple, voilà, j'ai rencontré un maître important dans la tradition védique, effectivement dans la lignée du Kriya Yoga. Et il y a un point qui est intéressant parce que dans cette notion de recherche qui peut se faire sur la cohérence cardiaque, le cœur, la notion d'organisation de l'univers électromagnétique, en fait, pardon, c'est qu'aujourd'hui, on voit le parallèle entre la science et les traditions. Et par exemple, les Védas parlent justement dans la tradition de l'Inde, où il y a 3 forces fondamentales aussi qui sont dans l'univers. Tiens, ce n'est pas les phénomènes des forces de l'univers en termes de physique, mais effectivement de dire, tiens, c'est 3 axes qui sont effectivement ce qu'on appelle Sat, Chit, Ananda. Son Sat, Chit, Ananda, Sat, c'est effectivement c'est la sagesse, qui est souvent associée justement au troisième œil. C'est parce que quelque part, je vais percevoir cette lumière du champ électromagnétique en termes d'information, même si mon cœur, lui, va sentir le champ électromagnétique. Donc, c'est quelque part ma conscience, la sagesse que je peux avoir, effectivement, elle va percevoir l'information, une information, et mon cœur, lui, il va sentir la vibration de l'univers qui va être associé à Ananda. Est-ce qu'effectivement de dire, est-ce que Ananda, qui est considéré comme la félicité, mais aussi l'amour qui suscite justement la réalisation de l'être. Donc, est-ce que justement, est-ce que cette réalisation, elle est individuelle dans mon cheminement spirituel, mais est-ce qu'effectivement, en quoi elle contribue sur une réalisation collective pour que justement, il y ait un niveau d'amour qui soit plus important, qui soit plus élevé. Et Chit, c'est la notion de connaissance. Et quand j'ai cette connaissance qui est associée à la gorge, justement de dire ces 3 forces, donc la sagesse, la connaissance et l'amour ou la félicité, effectivement, c'est ces 3 énergies, ces 3 forces de l'univers, elles sont complémentaires pour pouvoir justement avancer et évoluer dans un cheminement spirituel, pour justement être dans une notion d'un équilibre intérieur, pour pouvoir amener une notion d'harmonie. Ça, c'est les Védas qui l'évoquent. Et c'est pour ça que même le mantra, vous pourriez justement réciter ce mantra dans cet ordre, en positionnant la conscience à l'endroit où c'est, Sat, Chit, Ananda au niveau du cœur. Et quand on fait ce mantra, Sat, Chit, Ananda, et on fait circuler, et il se passe des choses en termes d'alignement, d'une meilleure conscience de soi, d'une meilleure fréquence ondulatoire qui fait que, tiens, les choses comme si elles s'harmonisaient entre la connaissance que j'ai de moi, qu'est-ce que j'en fais en termes de sagesse, quelque part, ma sagesse personnelle, et mon cœur dans une façon concrète. Ça, c'est la tradition de l'Inde qui est vraiment intéressante dans l'aspect physique quantique et l'approche de l'Inde. Il y a par exemple aussi les Lakota dans les traditions amérindiennes, où on a fait un atelier là-dessus. C'est justement de dire que les Lakota considèrent qu'il y a 4 qualités essentielles que l'être humain a et doit développer et doit nourrir, qui sont la vivacité, donc l'énergie dans laquelle on peut être, l'endurance, donc ça favorise justement ces éléments-là de perdurer les choses, la notion de patience, parce que chaque chose a un rythme, et le quatrième, pour eux, qui est vraiment le plus important, qui est le cœur aussi, c'est le courage. En sachant que courage, le mot lui-même, courage, vient du mot cœur. Et dans ce sac, qu'on considère justement chez Lakota, le sac du cœur, il est constitué de bonté, d'amour, de générosité et de don. Donc, les traditions, là, chez les Lakota, c'est vraiment aussi dans cette dynamique qu'il peut y avoir.
sur la notion de l'importance du cœur pour pouvoir respecter un certain nombre de choses. Et quand je parlais tout à l'heure de gratitude, cette tradition des Lakota va être en permanence de cette notion d'interconnexion que la physique quantique évoque, hein, on est interconnectés. Et le fait de justement, avec cette phrase, ce mot qui est important dans la tradition, c'est effectivement Mita Kuye Oyasin, c'est je me relie à tout ce qui est vivant, tout ce qui marche, tout ce qui rampe, tout ce qui nage. Et en fait, je suis dans cette gratitude, donc quelque part, de remercier cette énergie de la création, aussi bien à l'extérieur et dans lequel je fais partie. Je fais partie, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre extérieur. Donc, effectivement, de dire, et on pourrait dire que l'association même entre les Lakota et les Védas, parce qu'ils considèrent que justement la sagesse, c'est l'énergie du grand-père, la connaissance, c'est l'énergie de la grand-mère, et puis effectivement de dire après, c'est l'amour, c'est tout ce qui est de l'ordre du don, de l'amour, et donc de la manifestation qui se trouve dans un équilibre de la nature, d'où le respect important de la nature. Et cette cette autre tradition qui est pour moi importante, c'est les Mayas. C'est un point essentiel qui est intéressant. Dans la tradition maya, on va parler qu'il y a 3 niveaux de cœur. Le cœur de la terre, sur lequel on doit se relier, le cœur du ciel et son propre cœur. Et pour pouvoir être dans ces 3 dimensions du cœur, qui correspondent aux 3 mondes, effectivement, c'est de pouvoir justement aligner ces 3 mondes. Et pour pouvoir être aligné ces 3 mondes, et ça fait partie des initiations pour arriver après dans toute la symbolique et l'énergie des pyramides, pour pouvoir relier la terre et le ciel, donc le carré qui se reliait au ciel, c'est effectivement de dire, tiens, je dois enlever toutes les peines de mon cœur. Et c'est la déformation archéologique ou ethnologique parfois qui a pu faire. Tiens, on parle de sacrifice si on enlevait le cœur. Au départ, il y a eu après la fin de la civilisation maya, mais au départ, vraiment les Mayas, le fait de dire d'arracher le cœur, c'est l'aspect symbolique, c'est pour enlever toutes les peines qu'on a du cœur, enlever toutes les notions des difficultés qu'on peut avoir. Et qu'on enlève le cœur, après on va couper la tête. Couper la tête pour pouvoir couper l'ego, donc les choses qui sont plus de l'ordre de la négo spirituelle. Et c'est à partir du moment qu'on a coupé la tête et qu'on a ouvert le cœur pour enlever les peines, qu'on va pouvoir être dans un alignement, parce que c'est effectivement relié à la terre, là, dans ces traditions-là, et ils le sont toujours, par exemple aussi avec l'énergie du cristal, effectivement de dire, de relier l'énergie du cœur de la terre, son cœur à soi, et le cœur du ciel, qui peut être relié comme notre centre de notre univers. Donc, la tradition Hopi, elle aligne aussi ces 3 dimensions. On est toujours dans une notion d'énergie de trinité. Donc, c'est assez riche d'enseignements pour que justement on puisse aujourd'hui reconnaître que ces traditions-là, en fait, elles ont toujours été dans cet équilibre. Elles ont toujours été dans la valeur importante du respect de ce que l'on vit, d'être dans un niveau d'amour qui, justement, même s'il peut y avoir, on regarde plus facilement les choses, des guerres qu'il pouvait y avoir, mais c'est simplement pour pouvoir trouver un équilibre dans leur société, dans leur tribu, mais majoritairement, ils sont dans une notion d'une énergie de paix. Et dans les traditions incas, c'est regardez aujourd'hui là, ça secoue un peu le monde archéologique. C'est le monde inca a découvert justement la ville ou la cité de Caral, et effectivement de dire, et on s'est rendu compte que cette culture, cet endroit-là, au Pérou, en fait, il n'y a aucune arme. Ils étaient dans une civilisation de paix. Il n'y a aucune arme qui a été trouvée pendant un certain nombre de siècles dans cette civilisation, parce que justement, ils étaient dans le respect et simplement dans la collaboration avec d'autres tribus et simplement dans une notion de partage et de don. Aujourd'hui, on a un peu de travail pour être dans cette dimension-là, pour pouvoir justement reconnaître la paix à l'intérieur, d'arrêter d'être dans une notion de compétition, donc plus dans un niveau d'amour, mais dans une notion élevée, on va dire dans une notion d'amour, mais de propriété, de garder, de pour soi, et justement de dire, c'est de pouvoir élever notre vibration d'amour, de conscience, pour que justement les choses puissent vraiment changer aussi bien en interne et à l'externe. Et forcément, ces traditions-là, elles nous le révèlent, et c'est pour ça qu'aussi elles nous l'évoquent aujourd'hui sur l'importance de reconnaître ces traditions-là, parce qu'elles ont toujours eu ces messages, comme je le disais. Et pour finir, il y a un aspect qui est aussi qui va dans ce principe de cette architecture. Ça, c'est les dernières trouvailles, entre guillemets, cette interactivité qui peut se faire. C'est justement de voir l'univers. Il est constitué de ce tore que je vous ai montré, et il y a des articulations qui sont derrière sur l'énergie spirale, sont une dynamique qui est similaire, aussi bien sur le cœur que la dynamique de la spirale, que le champ électromagnétique,
que les photons qu'il peut y avoir vis-à-vis du champ électromagnétique de la Terre. C'est pour ça qu'on est interconnecté avec la Terre. Quand le champ magnétique de la Terre change, ça a des répercussions sur notre propre champ vibratoire, notre cohérence cardiaque. Ça a été mesuré, ça a été évalué. Quand il y a des champs par rapport, là, c'est pas évoqué, mais sur le champ vibratoire, là aussi sur le Soleil, ça a des répercussions sur notre propre cohérence cardiaque. Tous ces éléments-là, on est interconnectés, comme si le monde, je vais dire un gros mot, il était fractal. On est tous une facette de l'univers. Et notre cœur, c'est comme si il était une représentation de toutes ces parties du monde, aussi bien dans son immensité de l'univers qu'aussi bien en intérieur par rapport à sa structure de l'ADN. Donc aujourd'hui, c'est toutes les dernières recherches qui sont faites qui permettent de comprendre, de dire, on est un élément, un phénomène vibratoire, et c'est simplement après ce que j'en prends conscience et que j'élève mon niveau vibratoire au niveau de la création tel qu'il est dans son harmonie. Parce qu'effectivement, de dire, si l'homme agit en harmonie avec la nature, bah, effectivement, on va pouvoir être dans quelque chose qui va être plus amoureux, aussi bien dans les relations qu'aussi bien dans ces dimensions de respect de la nature, dans tout ce qu'il peut y avoir. Voilà tous ces éléments-là que je voulais partager avec vous et l'importance justement de cet amour qui en fin de compte se manifeste sous ces différentes formes. Merci beaucoup, Franck. C'était très dense, beaucoup d'informations. Je pense qu'on va pouvoir réécouter. On vous enverra le lien vers le replay. Je pense que voilà, vous allez pouvoir réécouter, reprendre d'autres informations. Juste, il y a eu une question à un moment donné par rapport à la petite pyramide que tu avais montrée au début des 10 niveaux de l'amour de Jean-Yves Leloup. Est-ce qu'on peut être, en fonction de ce qu'on vit, que ce soit au niveau familial, professionnel, etc., à différents endroits en fait de cette pyramide, de cette Oui, échelle? naturellement. On n'est pas quelque chose qui est simplement une partie. On a une partie aussi qui est différentes facettes. Et en fonction de comment on perçoit les relations, bah forcément, on ne va pas mettre le même niveau d'amour, donc pas le même niveau de comportement. Et donc, c'est quelque part, le comportement, c'est l'élément qui permet de mesurer le niveau d'amour dans lequel on est. Hein. Mm. C'est clair. La façon dont je vais gérer émotionnellement les relations correspond au niveau d'amour qu'il peut y avoir aussi. Donc, forcément, on n'est pas simplement sur un niveau d'amour en fonction des personnes, ou même parfois en fonction de là où on en est et comment on évolue, mais évidemment, on peut varier dans ce niveau d'amour. Après, c'est plus je m'élève dans ce niveau d'amour, plus je suis justement plus dans l'aspect réactionnel, émotionnel, dans la relation amoureuse émotionnelle, qui fait qu'après, derrière, bah, je vais avoir une meilleure qualité amoureuse, une meilleure qualité de communication parce que je vais être dans le respect, dans l'écoute. Je vais considérer l'amoureux aussi comme un ami, pas un ennemi. Donc, quelque part, je vais rentrer sur l'amour que je peux avoir en face de moi parce qu'il est avec moi, il n'est pas contre moi. Quand à partir du moment que je considère qu'il est contre moi, je rentre dans l'autre côté, là, qui va être émotionnel, qui va être de l'ordre du paranoïa. Et paranoïa, on l'associe. Tout à l'heure, je parlais de Prométhée et de Pronoïa, donc c'est effectivement l'épouse de Prométhée, celui qui apporte le feu, et Pronoïa, c'est effectivement l'univers et une notion qui va dans notre sens, ou effectivement, et de l'autre côté, le frère de Prométhée, c'est Épiméthée. Et Épiméthée, il a une épouse que Zeus lui a donnée, sur laquelle effectivement, il ne devrait pas ouvrir la boîte, qui est la boîte de Pandore. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, on rentre dans l'énergie du paranoïa. Donc, contre Noia. Noia, c'est l'esprit. Donc, l'esprit qui est aligné, qui est sain. Donc, soit on rentre dans le pronoia, on est avec l'esprit, effectivement, de dire que ça devient un ami, et donc je vais rentrer dans un niveau d'amour de tout ce qui peut arriver. Et un élément pour pouvoir me permettre d'évoluer sur mon chemin, soit effectivement de dire, tiens, je le prends contre moi. Donc, tel qu'effectivement de dire c'est la boîte de Pandore, et là, je vais rentrer dans les aspects paranoïaques. Et à mon sens, aujourd'hui, on est individuellement paranoïaque, mais collectivement paranoïaque. Notre société est majoritairement paranoïaque. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, dans cette fragmentation individuelle, sociale ou même internationale, montre bien qu'on est à ce niveau-là. On perçoit encore les choses contre. Et tant qu'on se raconte, on ne peut pas trouver notre équilibre. Donc, bah, y a du boulot pour qu'on puisse s'y mettre, pour que justement favoriser ce niveau d'amour et arrêter d'être dans le paranoïaque.
Il y a une autre question. Est-ce que tu peux rappeler le nom de la personne qui a montré que la mémoire conscience était en dehors du cerveau? Rupert Sheldrake, c'est un biologiste anglais qui fait vraiment un extra. Voilà, il continue ses études. Il y a encore des livres qui sont traduits et il a renouvelé. Je sais pas, c'est l'univers parallèle. Je sais plus. Il y a un dernier des livres qu'il a ressorti avec des actualités là par rapport à ses dernières recherches. Un biologiste qui montre en fait tout ce qu'il peut y avoir au niveau physique, physiologique et des choses qui sont en fait notre mémoire, elle est externalisée. C'est comme aujourd'hui la métaphore de l'informatique. Votre mémoire, elle n'est pas forcément dans votre ordinateur, elle est dans le cloud. Sauf que c'est un véritable cloud, ce n'est pas une machine qui a toutes ces informations-là. Le cloud, c'est en lien avec notre conscience. Rupert Sheldrake. Intéressant à lire. Et voilà, Merci beaucoup, Franck, pour merci beaucoup. nous avoir partagé toutes tes connaissances, tout ça. Donc, il ne nous reste plus qu'à travailler, chercher l'harmonie dans notre cœur pour rayonner, que notre champ électromagnétique rayonne et qu'on puisse tous rayonner ensemble pour l'avenir de l'humanité. Je crois qu'il y a urgence là-dessus. Il y a urgence là-dessus. Et ce qui est intéressant, il y a un personnage, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu, justement sur le champ électrique, là, le champ électromagnétique, il y a comment il s'appelle, Toby, je ne me rappelle plus son prénom, Toby, qui a fait des recherches et qui peut mesurer la réaction des végétaux sur les aspects électromagnétiques par rapport à l'être humain. Donc, quand on écoute le champ électromagnétique des plantes, elles chantent, il a réussi à mettre ces éléments-là, mais quand on a interaction avec les plantes, en fait, elles nous parlent par ce champ électromagnétique. Donc, on est en permanence vis-à-vis de ça, mais sauf qu'on n'écoute pas. Pour venir sur des choses qui sont ancestrales, des traditions, et dire, ah ouais, tiens, ils enseignaient ça, et dire, d'actualiser avec aussi les connaissances aussi scientifiques qui permettent de dire tiens, il y a une certaine cohérence en fait derrière. Oui, en fait, la science démontre ce que les traditions. Oui, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans notre culture un peu occidentale, on a besoin de preuves. Ok, il y en a en fait, il y en a, mais après, il faut dire, il faut les intégrer dans notre quotidien. Oui, c'est ça, c'est mettre en pratique ensuite. Il n'y a pas que la connaissance au niveau mental, c'est aller la chercher, cette harmonie. Ce n'est pas une connaissance que je dois avoir sur quelque chose qui est intellectuel, mais c'est effectivement de dire après de pouvoir l'intégrer en termes vibratoires, de dire je l'intègre dans un ressenti. Et c'est important de nourrir son ressenti d'amour, aussi bien en interne, pour qu'après derrière aussi qu'elle puisse rayonner. C'est pour ça que je peux vous suggérer le fait de dire, tiens, dans certaines méditations, il est important de pouvoir dire, tiens, je sens l'amour qui est à l'intérieur de moi, mais en fait, cet amour-là, il est partout et je peux le sentir partout. Donc, non seulement il est là, mais peut-être que je ne fais que vibrer l'amour qui est déjà partout. Donc, c'est peut-être pas le mien. C'est pas mon amour, c'est simplement l'amour qui est là, sur lequel, effectivement, je me mets en harmonie pour pouvoir le partager et le faire rayonner encore. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos commentaires ce soir. Alors, bonne respiration. Oui, bonne respiration, bon rayonnement du cœur. Vous pouvez retrouver tous les ateliers de Franck sur Home Live. Il en a déjà fait plusieurs. Donc, voilà, sur la respiration, sur les rêves, sur les synchronicités, sur les traditions Lakota. Sur la confiance en soi aussi, sur la respiration, les techniques de respiration. Et à chaque fois, c'est toujours vraiment très dense, beaucoup d'informations, des exercices pratiques. Enfin, voilà, c'est passionnant. Oui, passionnant. Ouais. Voilà, prenez soin de vous, faites rayonner ce que vous êtes. Merci beaucoup à vous tous. Passez une très belle soirée et puis on vous enverra le lien par mail, le lien du replay dès demain. Voilà, passez une bonne soirée.